Le prochain segment, on a choisi d'inviter 6 grands bâtisseurs de l'agilité au Québec qui vont nous partager leur vision, leur histoire. On va également échanger sur l'évolution de l'agilité, oui, au cours des 10 dernières années au Québec. Il y a 10 ans, on en parlait peu. C'était un terme qui était assez underground, comme on a pu le constater en écoutant également les conférenciers au cours de la journée. Et ces grands bâtisseurs-là, je vous les présente, ils sont à côté de moi. Il y a Serge Bélanger, vice-président service conseil à CGI. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Hello. Guy Rochette, vice-président des services informatiques chez CSPQ. Bonjour. Mathieu Boisvert, directeur général chez Pixis. Bonjour. Louis-Philippe Carignan, Scrum Master et coach agile chez LogMed. Bonjour. Jean-René Rousseau, directeur service conseil, centre d'excellence agile chez CGI. Bonjour à nouveau. Et Catherine Desgagnés-Belzile, vice-présidente aux solutions d'affaires chez CSPQ également. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je brise la glace avec ma première question. C'est notre 10e édition de l'Agile Tour ici à Québec cette année. C'est une édition spéciale. On a plus de 1050 participants réunis aujourd'hui. J'aimerais que vous m'expliquiez quelle a été la bougie d'allumage pour partir cette première édition Agile Tour Québec il y a 10 ans. Je vais prendre la première question. Vous pouvez y aller comme bon vous semble, allez-y. Je saute dans l'eau. De notre côté, en fait, ma vision par rapport à la bougie d'allumage sur l'Agile Tour vient vraiment de 3 éléments précis. Les projets, on a commencé des projets, moi de mon côté, je gère des projets qui sont pour des clients qui sont partout un peu à travers le monde. C'est un centre de livraison et on cherchait des façons de faire différents du côté de la livraison. On voyait des enjeux dans les livraisons de projets avec des approches traditionnelles. Puis on voulait faire différent. Donc, on a débuté à faire des projets à distance qui étaient agiles en soi. Ça a commencé avec une poignée, je dirais, puis c'est là que je veux peut-être nommer certains noms, mais une poignée de passionnés qui ont commencé du côté des projets à s'intéresser à l'agile, puis à remonter cette information-là. Je pense à Cynthia Ayotte, à Julie Lagagnère, par exemple, qui participait à des travaux vraiment sur des projets agiles. Par la suite, la communauté de pratiques. Donc, on a développé à CGI, on a ce qu'on appelle des pratiques qui sont des regroupements d'experts. Dans ce cas-là, c'était des passionnés parce que des experts en agilité, il y a une dizaine d'années, il y en avait peu. Mais c'était plus des passionnés qui étaient là. Éric Lebel, qui était au cœur de ces travaux-là, et Damien Savard également. On avait des partenaires. Donc, ça a commencé avec une initiation de la communauté. Parce que avant Agile Tour, première édition, il y avait la communauté agile à Québec. Et je pense à Mark Hughes, François Beauregard aussi, qui sont venus, prêter main forte. Et la première mouture, qui est Louis-Philippe, ici, qui a organisé la première mouture. À l'Université Laval. Et je suis curieuse un peu de savoir, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient présents à cette première édition-là? Levez la main, s'il vous plaît. Bien, wow. Écoutez, wow! Merci d'être ici. C'est le fun de voir que, justement, 10 ans après, vous êtes encore là et sinon, on est plus, surtout pour cette 10e édition. Alors, oui. Alors, c'est ça. Donc, au niveau des... c'était vraiment le principe d'avoir une communauté à Québec qui ferait, qui parlerait d'agile, qui répondrait aux enjeux sur l'agilité. Puis comme l'Agile Tour est un événement mondial en soi, d'avoir des représentations et un événement Agile Tour à Québec, ça allait de soi. Alors, puis je regarde les noms sur l'écran des premiers, donc Marie Popelnick, Ken Schwabert, c'est les premières éditions, c'était vraiment bien. Hein? Est-ce que vous êtes surpris de constater à quel point, justement, que ça a pris de l'ampleur au cours des 10 dernières années? On parlait de la première édition en 10 ans. Comment vous voyez, justement, la popularité de l'événement? Louis-Philippe, sinon, vous pouvez y aller. Moi, au niveau de la popularité de l'événement, c'est surprenant de voir, mais pas surpris non plus.
Parce que moi, quand j'ai commencé en 2009 de parler d'agilité, là, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire là-dessus. J'arrivais de la CSST, je transférais à la SQI, la SIC dans le temps. Et là, mon patron me dit, quand je rencontre mon patron, il me dit, bon, ben là, il dit, on avait un projet, puis il coûtait cher le projet, on a décidé de prendre une nouvelle méthode de développement agile, puis on va couper le projet de je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus c'était combien. Et à ce moment-là, puis là, mercredi, là, j'arrive un lundi, mercredi, tu rencontres Jean-René Rousseau qui va t'expliquer c'est quoi. Et c'est là que j'ai connu Jean-René, il m'expliquait ça. Et là, ce que j'avais trouvé dans tout ça, j'ai dit, c'est intéressant, ça fait longtemps qu'on recherche une façon d'aller plus vite et tout ça. Fait que j'ai dit, on va embarquer là-dedans. Fait que là, moi, j'ai embarqué la SIC là-dedans. Je pense qu'on était la première organisation gouvernementale à embarquer, dire on commence. Et c'est à fonction de ça que nous autres, on s'est mis à travailler en agile. Mais c'est certain que là, on n'a pas participé à la première édition en 2009, la SIC, ça s'appelait la SIC dans le temps. Mais en 2010, on est allé participer à ça. J'ai envoyé beaucoup de personnes participer à cette agilité parce que là, c'était intéressant de voir d'autres personnes qui travaillaient en agilité. Parce que moi, j'étais quand même confiné, gouvernementalement parlant, à mon petit groupe là, chez nous. Là, et je travaillais avec Mathieu, parce que j'ai travaillé avec toutes ces personnes-là, on a tous travaillé ensemble. Jean-René était l'entremetteur qui a commencé avec nous autres à la SIC. Et après ça, c'est avec Mathieu qu'on a développé, on devait faire 3 ans à peu près ensemble. 3 ans où on a travaillé ensemble et mettre en place l'agilité. Donc, c'était vraiment là, l'Agiltour, je n'étais pas là au début, mais pour nous autres, c'était quand même quelque chose d'important pour qu'on puisse partager puis de voir comment est-ce qu'on pouvoir travailler. Puis les autres communautés, la communauté était importante de pouvoir travailler ensemble là-dessus. D'ailleurs, il y a 10 ans, est-ce que c'était difficile à implanter comme idée d'événement? C'était quand même un nouveau genre, là. Tu as mentionné que peut-être qu'on n'en parlait pas beaucoup. En fait, moi, je pense qu'on en parlait énormément, comme on pouvait parler de Pokémon Go quand c'est sorti, avec la même espèce d'esprit de ça va-tu durer. Donc, depuis 2000, il y avait des initiatives, des projets pilotes, restreints aux projets, à part des innovateurs ou des désespérés. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient prêtes à mettre de l'agilité partout dans leur organisation. Et il y avait des gens qui avaient besoin d'en parler. Il y avait des gens qui avaient besoin, d'une part, d'expliquer quels sont les arguments pour convaincre mon patron de laisser aller. Et il y avait les autres qui étaient les résistants qui disaient, bien, il va falloir que vous nous expliquiez si ça donne vraiment des résultats, parce que nous autres, tant que vous n'avez pas prouvé quelque chose par un exemple, nous autres, on ne va pas compromettre nos organisations dans ce mouvement-là. Donc, moi, je pense que c'est de là que c'est né les premiers Agiltours, cette espèce de point pivot entre ça existe et on résiste. D'ailleurs, Louis-Philippe, vous étiez là à cette première édition. Pouvez-vous un peu m'expliquer le profil des participants? Est-ce que c'était le même qu'on retrouve aujourd'hui, 10 ans plus tard? C'était très axé développeur. L'agilité vient souvent des techniques TI, des technologies de l'information, donc très des profils de développeurs, programmeurs, et qui cherchaient des solutions pour répondre à un besoin d'affaires plus rapidement, vu qu'ils trouvaient un peu que les approches plus traditionnelles n'étaient peut-être pas appropriées pour leur mode de fonctionnement. Donc, je pense qu'il y a 10 ans, c'était très axé développeur. Je pense qu'avec les années, c'est devenu plus Enterprise Agility ou Business Agility. Ça a vraiment plus sorti que juste du domaine de l'informatique. Jean-René, Catherine, vous étiez là également dans les débuts. Comment vous voyez l'évolution de l'événement sous différents aspects, différents angles? On parlait du profil des participants. Sinon, est-ce que les idéologies restent les mêmes ou vous voyez vraiment l'évolution? Bien, on voit l'évolution, comme tu mentionnais, Louis-Philippe, sur la profondeur des sujets ou des pratiques qu'on parle, donc vraiment des sujets plus d'agilité d'entreprise. On a vu aujourd'hui, on parle de gestion de portefeuille, de planification stratégique. Donc, c'est assurément pas des sujets qu'on aurait pu aborder. En fait, c'est des sujets qu'on n'avait pas vraiment de réponse non plus à ce moment-là. Donc, on faisait plus de l'agilité au niveau des équipes. Ce qui a changé pour moi aussi, par exemple, c'est qu'on est vraiment passé au fil de ces années-là. Dans les premières années, on était beaucoup à convaincre, à vendre l'agile. On était beaucoup dans pourquoi agile. Puis quelque part, 2013-2014, on a senti que là, c'était devenu c'est comment agile. Ouais, je veux dire, maintenant, il n'y a plus personne qui commence à essayer de dire pourquoi vous auriez besoin de l'agile. On est beaucoup plus dans OK, comment qu'on fait tel truc. Moi, mon contexte, il ressemble à ça. Comment je m'ajuste à l'agile. Puis j'ai noté, je vois que c'est Marie Popendiek qui était keynote.
je serais curieux de revoir le même keynote 10 ans plus tard. Probablement qu'on entendrait ces messages différemment. Je me souviens, tu as parlé de François Beauregard tantôt. Je me souviens qu'il avait parlé de culture organisationnelle quelque part, peut-être en 2012 ou en 2013. Puis je vois qu'aujourd'hui, on a commencé la journée avec un talk sur l'empathie. Je pense que si on avait ouvert l'Agile Tour avec l'empathie en 2009, pas certain qu'il y aurait eu un 2010. On n'en aurait pas reçu beaucoup. Non, exact. Fait que j'ai l'impression que les valeurs ont toujours été là, mais aujourd'hui, avec l'adhésion des gens, on est comme peut-être plus... c'est plus intégré, puis c'est plus simple de revenir à cette essence-là puis de parler des valeurs fondamentales. Et par curiosité, il y a 10 ans, vous étiez combien de participants on comptait à l'Agile Tour? Sûrement pas 1050 comme aujourd'hui? Non, je me souviens qu'au début, je pense que je m'étais dit, avec Cynthia, tantôt que Serge a nommé, j'avais dit, on va peut-être avoir 50, 100 personnes à l'Agile Tour, puis en 24 heures, déjà, les inscriptions étaient pleines. Oh, quand même! Donc, ça a fait, OK, on peut-tu monter ça? Fait qu'on est monté jusqu'à 260 personnes, puis là, c'était plein, les espaces étaient pleins. Alors, on le voit ici sur le graphique, vraiment la popularité de l'événement. D'ailleurs, Catherine, oui? On sent aujourd'hui, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais par rapport à la GIC, par exemple, qui est à, je ne voudrais pas vous dire de chiffres, mais selon moi, c'est entre 1500 et 2000, c'est tout un exploit. C'est tout un exploit. Tout un exploit, vraiment. 1050 participants, même qu'on en a refusé. Donc, c'est vraiment à guichet fermé qu'on se retrouve aujourd'hui. J'aimerais également savoir comment l'agilité a influencé les organisations. On a beaucoup de conférenciers aujourd'hui, beaucoup d'ateliers pour en parler. Concrètement, comment vous avez pu constater justement l'agilité au Québec dans nos organisations, que ce soit gouvernementales, que ce soit dans les petites organisations, les petites institutions? Bien, je peux y aller. C'est sûr que moi, je vais parler de mon expérience plus au gouvernement, mais évidemment, on ne peut pas parler de l'agilité sans parler de la collaboration. Fondamentalement, ce que ça a changé dans nos pratiques, c'est la façon qu'ont les personnes de travailler ensemble pour arriver à produire un livrable, pour livrer un produit de manière intégrée, puis de manière conjointe et solidaire. Et il ne faut pas sous-estimer quelque chose qui peut paraître si simple. La collaboration, c'est évidemment très noble. Tout le monde est pour la collaboration, mais dans les faits, c'est très complexe parce que c'est pas inné chez tous les individus, la collaboration. Par contre, ça s'apprend. Et on tombe, au lieu dans les gestions de processus, dans la gestion de dossiers, on tombe vraiment dans le cœur de la gestion de l'humain. Parce que travailler ensemble, c'est travailler avec l'humain. Et c'est tout un apprentissage et c'est un virage qui est quand même fondamental. Autrement, en plus de la collaboration, ça l'a influencé au-delà de l'informatique, parce que vous l'avez dit au départ, c'était très focalisé sur le développement, particulièrement le développement au niveau des jeux. Mais bien sûr, ça a évolué, ça a pris beaucoup d'ampleur au-delà du développement dans la pratique de gouvernance complète au niveau des ressources informationnelles. On peut penser au cadre de gestion de projet, cadre de gestion de portefeuille, la façon de réfléchir les bénéfices, les risques. Et puis, ça a débordé même du domaine des TI en allant dans des domaines pour lesquels on n'aurait pas réfléchi, en utilisant seulement quelques notions comme le Scrum ou le Kanban. Par exemple, ça peut être intégré dans la gestion de l'architecture d'entreprise, dans la gestion contractuelle, dans la gestion des priorités d'une direction, d'une vice-présidence. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur parce que ça permet, cette collaboration-là, puis cette agilité-là, de vraiment faire une gestion au fur et à mesure d'un dossier, aussi d'engager un peu plus le personnel puis les gens autour d'un même sujet et ultimement de pouvoir apprendre au fur et à mesure. Donc, ça a des effets un peu partout et ça va continuer de prendre l'ampleur, je pense, au-delà de l'informatique. Super. Monsieur Rochette aussi, je sais que vous avez énormément d'expérience sur, justement, dans les organisations, comment l'agilité a pu alléger nos techniques, nos pratiques. Pouvez-vous me donner quelques exemples concrets que vous avez vus au cours des dernières années? Au niveau des dernières années, quand on parle au niveau des pratiques, là, on est arrivé, moi je vois beaucoup au niveau là, de tout l'aspect documentaire. OK, avant, on utilisait beaucoup une méthodologie qui était axée documentation et non produit. Donc l'agilité, elle, a viré beaucoup vers le mode produit. Donc ce que je livre, c'est un produit. Ce que je vais livrer, c'est des incréments de produits. Puis je ne livre pas nécessairement de la documentation.
Et ça a changé énormément parce que là, on mettait le monde des affaires avec les équipes TI et les gens travaillaient ensemble. Donc, la documentation était souvent mise pour s'échanger un contrat, pour faire un contrat entre les affaires et les TI. Je faisais un dossier fonctionnel. Dans mon dossier fonctionnel, j'avais toutes les spécifications que je voulais avoir. Et après ça, je réalisais. Et il y avait des échanges, des documents avec des... tu voyais toujours l'échange. J'envoie le dossier fonctionnel, bien moi, je commente le dossier fonctionnel, je reviens, etc. OK, on s'est entendu sur le contrat. Puis en bout de ligne, bien, ce que je livrais, ce n'était pas nécessairement ce qui était attendu par l'utilisateur. Tandis qu'en mode agile, où ce que l'utilisateur ou le monde des affaires est assis avec les développeurs, ce qu'on a vu, c'est que les développeurs, un programmeur qui n'avait jamais parlé à un utilisateur, bien là, il y avait l'utilisateur à côté de lui, puis il pouvait dire, bien, l'écran, tu l'aimes-tu? Est-ce que tu es d'accord avec les couleurs? Non, mais moi, j'aimerais mieux telle affaire. OK, je vais te le changer tout de suite. Donc, il y avait un dialogue à la place de passer par un analyste et tout ça. Donc, l'équipe travaillait ensemble pour pouvoir réaliser le produit. Et j'avais plus de hiérarchie dans l'équipe. Ça, c'est important, là. Puis, en agilité, là, ce qu'on essaie de faire, puis je pense que vous le vivez tous ici dans la salle, c'est plus de hiérarchie. Tout se fait, tout le monde contribue au succès de l'équipe parce que c'est l'équipe qui s'engage à pouvoir livrer un produit. Autant l'utilisateur que les développeurs et les analystes. Donc, il y a eu un changement fondamental dans la façon de procéder. C'est plus du cascade, c'est vraiment tout le monde travaille ensemble et ils travaillent en collaboration. Et c'est là la nerf de la guerre, là, de tout ça. Comme Catherine explique, puis on le voit dans toutes les sphères. Hein. Nous autres, on l'a testé au niveau de la gestion contractuelle, ça a bien fonctionné. Catherine a fait un ouvrage extraordinaire au niveau de l'architecture d'entreprise, de comment l'utiliser. Et toute la dynamique change à ce moment-là. Vous parliez justement d'influence, de à quel point ça peut influencer plusieurs départements, plus qu'une équipe. En fait, tous les gens sont réunis à travailler ensemble. Louis-Philippe, vous êtes coach. Coach sur l'agilité, est-ce que vous êtes à même de constater aussi ce que M. Rochette nous expliquait? Oui, nous, chez LogMeIn, on développe une plateforme téléphonique et pour rester innovant face à nos compétiteurs, il faut trouver des façons de faire qui vont être moins traditionnelles ou moins rigides que dans le passé. Donc, l'agilité est un peu comme une réponse à ça. Et c'est étonnant de voir que lorsqu'on repousse la décision le plus proche possible des équipes, les équipes vont prendre cette opportunité-là pour s'auto-organiser, qui est un des principes qu'on voit souvent en mode Scrum, par exemple. Super. Vraiment intéressant de vous écouter. J'en apprends beaucoup. Puis c'est vraiment agréable de voir à quel point, justement, vous avez vu cette évolution-là au fil des ans par votre background. Vous avez vraiment une vision qui nous apporte justement un certain éclairage sur l'agilité 10 ans plus tard. J'aimerais également que vous me disiez à tour de rôle, si on se projette, oui, dans 10 ans, donc en 2028, l'agilité sera-t-elle encore au cœur de nos pratiques? On en parle beaucoup. Comment vous voyez ça, 2028? Est-ce qu'on va pouvoir développer encore plus? Le concept, là, depuis 10 ans, a beaucoup évolué. On va être rendu 10 000 à la communauté. J'espère que le tableau, c'est certain qu'il va être en hausse, ça c'est certain. Non, je pense que le gros défi dans les 10 prochaines années, puis je pense, oui, que l'agilité va être encore au cœur de nos façons de faire. Il y a déjà, je pense, on raffine de plus en plus, on personnifie, on raffine les approches, que l'on pense à l'ajout du lean, du safe aussi, qui viennent vraiment raffiner les approches. Mais dans 10 ans, ce qui va être au cœur, puis Catherine en mentionnait tout à l'heure, c'est les gens, encore une fois, là, avec les défis, je dirais, au niveau de la pénurie de talents. Les gens devront être vraiment au cœur encore plus au cœur de ce que l'on fait à tous les jours. Fait que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est essentiellement ça. C'est ce que je ne vois pas comment on en arriverait à arrêter de faire de l'agile ou d'être agile. On va sûrement le faire différemment. On a vu l'évolution, ce qui était très Scrum. Tu parlais de l'arrivée de Safe, même l'arrivée de Kanban qui a modifié. Hein. Je sais que moi, souvent on me dit que je suis un vieil agiliste quand je parle de Scrum. Mais quelque chose qui ne devrait pas changer et qui devrait continuer d'aller accélérant, c'est le push aussi.
sais, tu parlais que ça venait des pratiques de génie logiciel, des programmeurs, mais là, il y a un push aussi des écoles de gestion. On parle d'agilité organisationnelle, on parle de dire, OK, attends, là, c'est plus juste une question de développement logiciel, c'est une question d'une capacité organisationnelle à être capable de pivoter, à être capable de s'ajuster. Il y a un conférencier ce matin qui disait qu'il faut arrêter de faire de la gestion du changement, il faut juste vivre le changement parce qu'on est constamment en changement. Fait que ça devrait pas diminuer, là. Dans 10 ans, on devrait avoir juste plus de complexité, plus de turbulence, plus de modèles d'affaires émergents, donc une pression encore beaucoup plus forte sur l'organisation à être capable de s'ajuster, puis une pression hyper forte sur le leadership, à être un style de leadership qui empower les gens, qui tolère l'incertitude, qui s'en fait pas trop si le plan fout le camp, puis on en fait un autre. Puis donc, je pense que ce volet-là va devenir des compétences clés dans la prochaine décennie là, pour les organisations pour survivre. Je partage à tout point de vue ce que Jean-René vient de dire. Puis du point de vue peut-être plus gouvernemental, c'est certain que dans 10 ans, on va encore utiliser l'agilité, oui, de façon qui aura été adaptée en fonction des nouveautés, des réalités, des contraintes qui sont propres au gouvernement. Mais aussi, il faut comprendre que nous, on est encore dans nos balbutiements. Certaines organisations sont plus avancées que d'autres, mais il y a plusieurs organisations qui sont encore en train dans le démarrage. Donc, on peut s'imaginer que dans 10 ans, ça va devenir quelque chose qui est beaucoup mieux intégré, que ça sera probablement rendu le modèle de référence, mais c'est quelque chose qui va se vivre, qui va continuer de s'améliorer puis d'évoluer au cours des 10 prochaines années. Et je suis convaincue que ce n'est pas une mode parce qu'on s'est posé la question pendant plusieurs années. Je pense que 10 ans plus tard, une chose qui est certaine, c'est que l'agilité, ce n'est pas une mode, c'est une évolution des pratiques, puis c'est là pour demeurer. Jean-René, vous en parliez justement de cette pression-là qu'il va y avoir au fil des ans. Est-ce que vous la vivez déjà au sein des organisations? Est-ce que vous la voyez déjà, cette pression-là? On sait que différentes organisations, par exemple, comme au gouvernement, ça peut être plus complexe, plus lourd à implanter l'agilité. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a un petit changement de mentalité là, qui est en train de se faire? La pression, elle vient... aussi, c'est un message qui a changé. Je veux dire, en 2009-2010, mettons qu'on disait à une organisation, si tu ne changes pas tes façons de faire, tu pourrais disparaître. Il disait, OK, il y avait certains marchés de niche où ils sentaient que pour leur marché à eux, cette pression-là pouvait le sentir. Assurément que dans nos organismes publics, à ce moment-là, on avait moins cette pression-là. Mais aujourd'hui, bien sûr, pour le privé, le marché turbulent, et je pense qu'il se sent plus que jamais. Puis je pense que pour les organismes publics, la pression d'offrir des services numériques aux citoyens est de plus en plus forte. Les demandes sont élevées. On voudrait que tout se passe sur nos téléphones. Fait que c'est dans la mouvance de la transformation numérique digitale aussi. Puis je ne vois pas comment livrer une transformation digitale si je n'ai pas une façon de faire, une façon d'être agile pour supporter ça. Allez-y. OK. Il marche-tu mon micro? Non? Oui, on vous entend bien. Donc, en tout cas, moi, je t'entends. Ben, OK. En 2010, si on regarde dans les 10 prochaines années, là, l'agilité, il va falloir la pousser beaucoup plus bas. Elle va aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'on la voit aujourd'hui. Là, on travaille beaucoup l'agilité au niveau du développement puis le monde des affaires. Mais là, on s'en va vers le DevOps, on s'en va vers tout ce qu'on doit mettre en place pour pousser, d'être capable de dire si le développement fonctionne à 100 000 à l'heure, donc sur une autoroute 6 voies, il faut que l'infrastructure, elle, puisse fonctionner aussi selon la même vitesse. Donc, le DevOps, pour moi, ça va être quelque chose qui va être extrêmement important et on va développer énormément d'agilité autant au niveau des opérations que du développement. Il faut que ça fasse un team et un tout. Et c'est vers ça qu'on va s'en aller. Et tous ceux ici comme agilistes, ce qu'il faut faire attention, c'est que bien souvent, là, on a des erreurs. Puis là, dans 10 ans, il ne faudrait pas complexifier c'est quoi l'agilité. Ça nous prend une méthodologie qui va documenter le juste assez. Mais il ne faudrait pas que je commence à mettre des contrôles qui vont faire en sorte que je vais me ramasser avec quelque chose qui va être énorme et qui va nous ralentir dans tout ça. Et c'est pour ça que moi, quand je vois l'agilité dans 10 ans, c'est une agilité où tout le monde va se parler. Et quand vous parliez de la fonction publique, aujourd'hui, la fonction publique, elle n'a pas beaucoup. On disait qu'on n'avait pas de pression, on avait nos systèmes et tout ça, mais là, il faut comprendre que le privé, que ce soit l'info nuagique, que ce soit les jeunes qui sortent de l'université ou du cégep ou qui sortent de la formation, eux autres, avec nos pratiques qu'on a, on ne réussira plus à en recruter. Donc, il faut changer notre façon de faire pour qu'eux autres puissent nous influencer puis nous aider dans le développement de nos affaires. Donc,
le gouvernement va devoir changer aussi, puis les gens vont devoir changer. On a beaucoup plus de pression pour livrer rapidement des nouveaux services et tout ça. Merci beaucoup. Mathieu, Guy, comme mot de fin, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose justement sur les défis de l'agilité? Je voudrais rebondir sur ce que Guy a dit. Effectivement, l'agilité de base, là, celle qui est académique, mécanique, probablement que ça va être une banalité dans quelques années. C'est pas si difficile que ça à apprendre. Mais l'espèce de mouvement où une organisation est capable de se regarder puis se demander qu'est-ce qui ne va pas au juste, au lieu de se demander ce que l'agilité peut faire, de se dire ça ne va pas aussi bien qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans l'organisation et de faire parler des gens qui normalement ne se parlaient pas avant. Ça va faire une différence. Et je ne le sais pas, parce que l'agilité toute seule ne fera pas maintenir ce nouveau mouvement-là. Mais j'espère que cette aptitude-là va être conservée, peu importe ce qui va arriver à l'agilité. Un bel effet de miroir, justement, vous le disiez, pour se regarder plus afin de mieux interagir ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient ajouter quelque chose? Peut-être même on peut répondre aussi aux questions des gens dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, je vous invite à aller au micro qui est au centre de la salle. Ça va nous faire répondre, en fait, de discuter avec vous. Allez-y, oui. Quelque chose là, que on oublie souvent, là. Puis même moi, je peux vous dire par expérience que je l'oubliais ou je pensais que ça allait se faire beaucoup plus facilement, mais c'est comment est-ce qu'il faut accompagner les jeunes à leur transformation. Voyez-vous, on travaille avec des architectes, puis on travaille avec des gestionnaire, et les architectes, eux autres, ils ont appris une façon de dire, bon, moi, je fais l'architecte, c'est moi qui vais tout décider, et il faut que les gens des équipes, eux autres, réalisent. Mais l'architecte doit changer son paradigme, de dire, je donne une architecture, une vision, un ébauche de l'architecture, et c'est l'équipe qui doit compléter cette architecture. Et c'est une relation différente entre l'équipe et l'architecte. Mais cette transformation-là des gens, là, il faut être capable de la faire, puis il faut être capable de dire aux gens, bien, voici à présent comment est-ce que tu vas travailler, puis de les aider à se transformer. Si on ne le fait pas, là, on revient à du cascade à l'intérieur même des équipes agiles. Et ça, c'est important de sortir de ce paradigme-là. Même chose pour les gestionnaires. Les gestionnaires, c'est eux autres qui donnent des ordres, là, ils accompagnent, ils règlent les problèmes. Et ça, il ne faut jamais oublier ces éléments-là, parce que ça va nous faire échouer si on ne décide pas de changer, de les accompagner et de les aider. On l'a oublié, nous autres, à Revenu Québec. Là. À la fin, on commençait à travailler là-dessus pour leur dire, bien, voici, changez vos façons de faire. J'ai beaucoup d'intelligence humaine dans les équipes. Et cette intelligence humaine-là, il faut que je sois capable d'utiliser et de la mettre à profit. On parle beaucoup de l'agilité dans le futur. Est-ce que vous croyez également qu'on va en parler de plus en plus dans nos institutions scolaires? Louis-Philippe, je crois que vous êtes bien placé pour répondre un peu à votre vision pour justement pour ceux qui vont sortir sous peu des universités. Oui, je dis sous peu, ça peut être dans quelques années. J'imagine qu'on va en parler de plus en plus. Bien, c'est une bonne question parce que moi puis Mathieu, le mois passé, on en parlait, on était à Boston tous les deux pour une rencontre avec des formateurs Scrum. Puis c'est ça qu'on se disait, c'était comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à apprendre comment que la mécanique Scrum, la Kanban fonctionne. Puis on est arrivé un peu à la même conclusion que c'est plus dur qu'on le pense. Il y a quelque chose autour du programme académique qui a de la difficulté à mettre l'agilité autrement que comme un programme optionnel. C'est beaucoup le marché privé aujourd'hui qui enseigne l'agilité. Dur à expliquer. Ouais. Je voudrais, moi, ma lecture là-dessus par rapport à l'académique, au-delà de formellement enseigner Scrum, enseigner Kanban, je pense qu'il y a deux affaires qui vont nous aider dans les prochains 10 ans. Un, pour ceux qui ont des enfants d'âge primaire, on voit que les dernières réformes scolaires amènent les jeunes très rapidement à être en équipe, d'être en présentation orale, d'être très collaboratif, c'est-à-dire c'est d'être très autonome aussi. Ma fille est contente, elle a son brevet d'autonomie. Fait qu'il y a quelque chose dans le style de savoir-être qu'on va chercher dans nos organisations qui est en train, je pense, d'incuber
aussi imparfaits les systèmes peuvent être, là, qui est en train d'incuber en milieu scolaire. Puis, bien, on revient dans les écoles de gestion. Ça veut dire qu'un bon programme, mettons, de MBA ou de gestion aujourd'hui, il parle de servant leadership, il parle d'empowerment, comment on engage, comment on motive les gens, comment on deal face à la complexité. On parle d'intelligence émotionnelle de plus en plus comme étant une qualité clé. Fait qu'au-delà de l'enseignement, de la mécanique agile, je pense qu'il se fait de l'enseignement autour qui vont faire que si on se projette dans 10 ans, ça va peut-être être naturel qu'un gestionnaire se comporte comme ça, qu'un équipier se comporte de cette façon-là. En tout cas, on verra. On verra dans 10 ans que ça Catherine, êtes-vous à même de constater ce que justement Jean-René disait? Vous travaillez dans une grande organisation. Est-ce que vous voyez justement ce changement de philosophie-là qui s'en vient peu à peu et qui va même au-delà justement des organisations, mais également dans les institutions? Oui, je suis certainement à même de le constater, mais peut-être un élément que je souhaiterais ajouter, c'est que malgré le fait qu'un conférencier a dit ce matin qu'il faut arrêter de parler de gestion du changement, puis il faut le vivre, moi, j'irais peut-être un petit peu plus à l'inverse. Par expérience, je sais que c'est bien de se jeter à l'eau, même s'il n'y a pas de filet, puis d'avoir des initiatives, puis de commencer, mais il y a un juste balancier. Et si on est trop improvisé, on n'est pas organisé, c'est dangereux, parce que l'agilité, puis l'introduction de l'agilité dans nos pratiques, c'est une transformation qui est fondamentale, et les gens ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de retrouver des repères, ils ont besoin de comprendre ça va être quoi leur rôle, ils ont besoin de comprendre comment ils vont travailler, et c'est une erreur de ne pas organiser cette transformation-là. Donc, les stratégies sont très importantes et elles doivent être particulièrement adaptées à la culture, à la maturité, au contexte des organisations. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a autant de recettes pour introduire l'agilité qu'il y a d'organisations. Il faut l'avoir, qu'elle soit personnalisée puis qu'elle soit authentique par rapport aux objectifs poursuivis. Donc, moi, je pense que c'est très, très important de gérer cette intégration-là. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris au fil des ans, en 10 ans? Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes surpris de voir à quel point, justement, on a évolué, mais des choses, c'est justement des mécanismes, des théories sur l'agilité qui sont arrivées au fil des ans? Est-ce que vous avez eu, justement, des beaux succès, des belles réussites dans vos entreprises, par exemple? Au niveau des projets en soi, puis on en parlait tout à l'heure, on dit souvent qu'il y a deux façons d'induire le changement, bottom-up ou top-down, donc le management versus les équipes. Ça a vraiment commencé avec les équipes. Et aujourd'hui, ce qui est hyper rafraîchissant, c'est de voir les organisations qui cherchent à reprendre le volet que les équipes ont amené en voulant s'améliorer, en voulant induire des nouvelles façons de faire. Puis là, c'est vraiment les organisations qui poussent ce changement-là. Fait qu'au niveau, je dirais, dans les 10 dernières années, qu'est-ce qui a été le plus, je dirais, le woomph, c'est vraiment, on est à cette croisée des chemins-là, je crois, où là, les organisations, de plus en plus, veulent pousser là-dessus, puis c'est à tous les niveaux. Là. On parle plus juste du TI, là, on va parler au niveau de la business, au niveau de cadres opérationnels qui sont très différents. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis c'est la communauté d'enthousiasme aussi qui sont autour, qui viennent, je pense, faire la différence. Ça amène d'autres défis. Hein. Moi, je dis que j'ai passé une première partie de ma carrière de coach agile où j'avais des gestionnaires qui me disaient « Ah, l'agile, c'est un trip de programmeur. » C'était très bottom-up. Puis aujourd'hui, j'ai des programmeurs qui me disent que l'agile, c'est un trip de gestionnaire. Parce que ça vient... Situation inverse. Mais on voit qu'on n'a pas encore tout à fait fermé le gap. On n'est pas encore... parce que je pense que les entreprises ont 1000 raisons de changer. Puis des fois, individuellement, les gens dans leurs équipes disent « Ben, ça allait bien. Là. Moi, je faisais mes trucs, puis... » Fait que des fois, autant qu'au début, quand l'équipe qu'on accompagnait, elle voulait changer, il y avait une volonté de changer, elle avait une énergie de volonté, puis là, on essayait de se débattre avec les structures en haut. Mais là, on a des messages d'en haut qui disent « Ah, changez tout le monde ». Fait que là, quand on descend sur le plancher, changer les gens. Fait que j'aime bien ton point, dans le fond, c'est vrai de structurer pourquoi qu'on le fait, puis aller à la vitesse où c'est possible d'aller. Je pense des fois, on s'acharne aussi sur l'ensemble des équipes, mais des fois, il y a peut-être des secteurs. Quand on regarde ça comme il faut, ils ont-ils besoin de l'agilité maximale? C'est quoi peut-être juste le petit plus de collaboration qui vient solutionner quelques problèmes? Quand je prends une vue systémique, c'est probablement ça qui me fait pas très mal dans ma chaîne de valeur au complet. Fait que de mettre nos énergies d'accompagnement à la bonne endroit, puis de respecter
la vitesse où on est capable d'aller là, dans ce changement-là. Catherine, est-ce que vous êtes également à même de constater justement cet effet inverse-là? Au départ, c'était par exemple plus pour les informaticiens, les programmeurs, et maintenant on dit que bon, l'agilité, ça s'adresse aux gestionnaires, etc. Écoutez, l'agilité s'est rendue tellement important que c'est dans le discours de nos politiciens maintenant. Vous savez que ça a été même parlé au niveau jeudi dernier, au niveau du discours du trône. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir des organisations plus agiles. Et bien sûr, ça veut dire probablement quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Mais chose certaine, c'est qu'on veut faire mieux, on va aller plus vite, on veut se rapprocher du citoyen, on veut livrer plus de valeur, puis on veut que ça nous coûte le moins cher possible parce qu'on veut être efficient. Donc, c'est tout ça que ça représente, l'agilité. Donc, je pense que c'est sur toutes les lèvres et que personne aujourd'hui qui a le luxe de s'en passer. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait compléter pour le mot de la fin? Le mot de la fin, mais là, on n'a pas parlé très peu de l'ingénierie logicielle. Allez-y, mais on veut vous entendre. Parce que ça, Jean-René me dit que je suis quasiment un des seuls qui en parle. Mais, un sujet qui a toujours été cher pour toi. mais l'ingénierie logicielle, c'est tout ce qui nous permet de faire de l'automatisation. Si dans nos pratiques, même gouvernementales, on veut se rapprocher des grands de ce monde, comme Amazon, Facebook, etc., qui peuvent publier, puis peuvent réaliser. Un codeur va faire son code, va le publier, puis automatiquement, il va se mettre en production. Bien, ça, on a besoin de travailler beaucoup sur les pratiques d'ingénierie logicielle. Au-delà de dire, je vais utiliser les pratiques Scrum, avec tous les rituels Scrum, etc., j'ai besoin de mettre ces éléments-là et j'ai besoin de faire en sorte que mes programmeurs, les analystes, les architectes et même les gens d'affaires comprennent c'est quoi ces pratiques-là, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter, notamment au niveau de la réduction des essais. Parce que je vais avoir tous des essais automatisés, donc le temps que je prends pour faire des essais d'acceptation pourrait être réduit et faire de plus en plus vite et d'atteindre l'agilité qu'on a de besoin. Et aussi, là, je vais revenir, je suis tanné sur le DevOps, là, mais le DevOps, je pars d'en haut, puis il faut que je produise toutes les automatismes pour m'en aller en production. Si je fais mal au début, je n'utilise pas mes éléments d'ingénierie logicielle au départ, je ne serai jamais capable d'aller rapidement en production. Parce que je vais toujours avoir des places où ça va arrêter, puis je vais être obligé de faire des tests. Donc, l'automatisation est extrêmement importante pour qu'on aille vite. L'ingénierie logicielle est extrêmement importante aussi. Et vous devez, vous autres, là, préconiser de faire en sorte que vos gens apprennent ça. Et dans les universités, comme si je reviens sur le sujet de l'université, on enseigne peu la méthodologie Scrum. Tu sais, c'est optionnel. Mais l'ingénierie logicielle s'enseigne dans les cours d'ingénierie de génie logiciel ou de génie informatique. Et ça, il faut continuer pour pouvoir être capable de développer avec ces concepts-là. Monsieur Rochette, pour le mot de la fin, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Rochette, oui. Oui, oh, je m'excuse. Monsieur Bélanger, je suis désolée. Non, en fait, je vois des gilets bleus. Peut-être juste à lever la main dans l'organisation. Il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Sincèrement, vraiment, c'est bravo. Bravo pour cette organisation-là. Bravo pour la communauté. Ça prend ça dans une communauté comme Québec. On a été les premiers, d'ailleurs, avant Montréal, je voudrais juste le dire, à partir d'une communauté agile et à faire l'Agile Tour. Alors, un grand bravo, félicitations, puis un grand merci aussi pour les heures et les heures et les heures d'organisation pour ça, parce que c'est de ça qu'on a besoin au Québec. Le leadership passe par là, passe par ces regroupements-là, ce réseautage-là et cette communauté-là. C'est mon mot, ça. Le message est dit. Un gros merci. Merci à vous également pour votre présence aujourd'hui. On a bien discuté. En fait, ça nous a amené à justement une meilleure vision pour l'avenir, pour l'agilité en général. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut les applaudir. Alors, je vous invite à rester des nôtres, puisque au cours, justement, d'une vingtaine de minutes, on risque justement d'avoir d'autres activités, ateliers, conférences. On se dirige vers la pause. Alors, on se retrouve à nouveau sous peu. Alors, oui? Il n'y aura pas le temps pour des questions, hein? Oui, bien écoutez, oui, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je vous invite à les poser, oui. Le micro est au milieu ici. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient justement discuter avec nos bâtisseurs sur l'agilité? J'étais content parce que j'ai eu peur que tu ressortes une vieille slide du sprint zéro et qu'on soit obligé de s'expliquer. Non. Ça n'existe pas, le sprint zéro. Je
Ça existe pas, 3.0, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y en a une, allez-y. Oui, j'ai une question. Alors, je suis l'intrus dans la salle, donc je ne viens pas des TI, je viens de la R&D de produits matériels et logiciels. Et j'avais une question, donc, oui, ça venait de la base il y a quelques années. Maintenant, les gestionnaires veulent pousser ces changements-là. Mais dans des organisations qu'on sent de la réticence au changement, autant de la base que du haut, quelles sont vos recommandations pour justement inciter à aller vers ces améliorations, ces changements-là? Qui apprend? Je peux faire une réponse rapide. Un petit bout chacun. Chacun votre chance. On t'aime. On va lancer! En fait, je dirais peut-être la première chose, c'est l'ouverture. Hein. N'hésitez pas. Aujourd'hui, la communauté, ça fait 10 ans, là, donc il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui ont passé à travers les chemins, qui ont passé à travers les do's and don'ts, donc qui ont des leçons apprises autour de ça. N'hésitez pas, vous avez le réseau ici autour, invitez des gens chez vous, puis engagez la discussion. Je pense que c'est une des façons de faire. Là. Je dirais, rends visible le problème que tu veux essayer de régler. Puis amène la conversation sur c'est quoi les problèmes qu'on veut essayer de régler, puis positionne l'agile comme étant un moyen de régler ces problèmes-là. Fait que ça change aussi, c'est plus une conversation philosophique. C'est peut-être que ça aussi, ça a changé hein, dans nos façons peut-être de l'enseigner ou de le positionner. Mais ça ne devient plus une conversation à propos de moi, je suis trop agile, je suis contre l'agile. On a-tu un problème de vitesse, on a-tu un problème de fun, on a-tu un problème de rétention de personnel, on a un problème de quoi? Qu'est-ce qu'on va essayer de régler avec ça? Puis peut-être, des fois, dans le milieu plus hardware, je pense que c'est ça que tu as mentionné, c'est là que plus Kanban que Scrum, tu sais, des fois aussi, le monde est associé Agile avec Scrum absolument. C'est là qu'on voit qu'il y a plein de contextes où je peux faire de l'Agile, mais Scrum peut être plus difficile. Fait que peut-être de regarder sur l'axe Kanban, ce serait mes deux recommandations. Puis peut-être de rappeler aux collaborateurs que s'il y a un problème puis que ça fait des lunes que vous essayez de le régler de la même façon puis que c'est toujours le même résultat, bien, il est peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau parce que c'est ce qu'Einstein dit. Hein, si on continue de prendre la même méthode pour régler un problème en espérant un résultat différent, bien, peut-être qu'on est fou à quelque part. Donc, à un moment donné, s'il y a d'autres choses qui ont été essayées et qui ne fonctionnent pas, bien, il faut essayer quelque chose de nouveau si on veut le résoudre. J'ajouterais quelque chose que j'ai appris il y a peut-être 1 ou 2 ans. Même si on a révélé le problème, même si on est très ouvert, si on n'est pas d'accord que ce problème-là est partagé, on embarque, il y a une poche de résistance qui va venir de quelque part. Donc, tout ça, c'est bon. Et juste avant de te lancer, on est-tu d'accord que c'est un problème? Ouais. Et ça va faire la différence, je crois, entre des gens qui résistent et des gens qui embarquent. Tu peux trouver un bon coach aussi. Autre question? Allez-y. Merci. Oh. Trouble. Bonjour. En fait, la question est assez simple et c'est un peu du rebond sur ce que vous disiez pour dans 10 ans, comment va être l'agilité et également les petits silos techniques dans les équipes. Comment vous voyez le changement des rôles et des pratiques entre un architecte qui fait juste de l'architecture, le développeur qui fait juste le développement, etc. Est-ce qu'il y aura plus une mixité des rôles et des compétences? Comment vous envisagez ça pour les 5-10 prochaines années? Grosse question. Il y en aura. Oh, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, monsieur, vas-y. Je le retiens. Il y en aura le jour où on se dira que le but, c'est pas d'être efficace, mais que le but, c'est de livrer de la valeur, un résultat plus rapidement. Tant qu'on se gardera dans notre tête que quand je suis dans mon coin, je suis plus efficace qu'avec toi, il n'y en aura pas de silo brisé. Merci, monsieur. Excuse. Puis peut-être un peu pour complémenter, je prends l'exemple chez Jive, il y a tellement de technologies, puis ça va tellement vite qu'on n'a plus ce qu'on appelait avant des T-shape people, parce qu'il y avait juste une spécialité. À ça, il faut que tu sois un com shape, donc de plusieurs spécialités où il faut que tu apprennes plusieurs langages, plusieurs technologies. Donc, ça l'enlève, on dirait, ce ownership-là, ce pouvoir-là, parce qu'on n'a pas le choix de juste travailler dans ce melting pot de technologie-là, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Je pense que la rareté des ressources que vous avez mentionné, la rareté des gens et des talents, force le généraliste spécialiste, qui est un terme que, quand Scott Embler a sorti la notion de généraliste spécialiste, on était peut-être en 2008-2009.
Moi, c'était une surprise quand je suis arrivé sur le marché de Québec aussi. C'est-à-dire, moi, mes premières expériences sur le marché de Montréal comme programmeur, il faut croire que j'étais déjà un full stack parce qu'il y avait moins de corps de métier autour de moi. Fait que j'avais appris de même. Fait que ça m'a surpris un peu quand je suis arrivé à Québec. Je me suis dit, oh, il y a beaucoup de corps de métier. J'ai l'impression que ça passe par un retour à un peu plus de généraliste spécialiste. Ouais. Mais moi, je fais quand même partie de celles et de ceux qui pensent que l'architecture va toujours avoir sa place et qu'encore une fois, c'est une erreur de penser que l'agilité veut dire pas d'architecture parce qu'il y a eu cette vague-là à un moment donné. Et ça cause des problèmes au niveau de la pérennité, au niveau de l'écosystème, au niveau de la dette technique. Et donc, l'architecture aura toujours sa place. Maintenant, quelle approche on va prendre puis comment on va faire notre architecture, c'est là la question. Mais il ne faut pas penser que soudainement, les architectes ne sont pas requis. Moi, je suis persuadée qu'ils sont requis. Et j'ai bien hâte de voir, quelqu'un peut me prouver le contraire, mais jusqu'à maintenant, j'en suis convaincue. Bien, moi, là-dessus, je suis d'accord avec Catherine. L'architecture va toujours exister. Les gens vont toujours faire de l'architecture parce que les équipes, là, dites-vous, quand ils travaillent sur un engagement qu'ils ont fait. Il faut être capable de bien garnir notre carnet de produits, puis il faut être bien capable d'envoyer les gens dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire que je vais faire une architecture détaillée, mais rappelez-vous que l'architecture... je ne me rappelle plus comment est-ce qu'ils disent ça en anglais, mais nous autres, on appelait ça une architecture de vision. C'est ça qu'on appelait? Il me semble que oui. Bon, l'architecture de vision, mais tu en fais une partie au début, puis après ça, tu la continues tout le long, l'architecture de vision. Donc, les architectes doivent un peu projeter, mais on ne demande pas de projeter très en avant. C'est une couple de mois en avant. Les équipes, eux autres, vont finaliser les architectures, mais le rôle de l'architecte va toujours être là pour aider la projection de où je m'en vais dans le développement de mon produit. Ça a répondu à la question. Merci beaucoup. Avez-vous une autre question? Non? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Sinon, on va se diriger du côté de la pause. Je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci tout le monde.